Merci Tiffaine pour cet exposé inaugural tout à fait intéressant. Je remercie aussi Zahia Rahmani de m'avoir invité à parler à ce colloque avec une demande un peu précise qui a été déflorée, je dois dire, par les interventions qui m'ont précédé, et où je vais essayer de revenir un petit peu, donc je m'éloigne un peu de mes objets immédiats, mais de revenir un petit peu à la question de la revue, en fait, à l'INHA, et comment, encore une fois, je tiens à le dire, c'est pas du tout pour faire l'apologie de l'INHA, c'est plutôt avoir un regard rétrospectif sur les activités de l'INHA, souvent sujet à la critique, à juste titre sans doute, et comment aussi on a essayé de fabriquer, je dirais, parfois une forme de transversalité un peu artificielle, en essayant de faire se croiser des choses qui ne l'étaient pas a priori, et par contre le peu d'intérêt qu'on porte parfois, et jusqu'à Zahia, je dois dire, aux choses qui traversent vraiment les programmes de recherche, dans le temps et je dirais dans les domaines d'activité de l'INHA, qui peut être intéressant de mettre en lumière plus de l'avant. Donc du coup, c'est un petit peu le fruit de discussions que nous avons depuis une dizaine d'années avec Zahia. Moi, je suis arrivée quelques années après elle à l'INHA, et qui sont des discussions finalement qui sont animées autant par la question de la forme que par la question du fond, de comment on repolitise peut-être la question de l'histoire de l'art. Donc du coup, je saisis cette occasion qu'elle m'offre d'en parler comme étant justement un moyen peut-être un peu réflexif, à la fois sur la pratique de l'histoire de l'art et aussi sur ce que peut faire ou pas une institution, en quelque sorte, comme l'INHA. Donc je reviens... Voilà, donc généalogie, bon, c'est un grand mot, mais c'est quand même ce que j'essaye de faire avec vous ici, même si c'est un petit peu en marge du programme et du projet de ces 2 journées de colloque. Ça peut être intéressant de savoir dans quoi s'inscrit finalement les interventions d'aujourd'hui et demain. En fait, Zahia Rahmani arrive soit en 2005, soit en 2006 à l'INHA avec une demande, enfin on l'a fait venir avec une demande très particulière de prendre en charge finalement les questions d'art et de mondialisation sous une forme, je dirais, indéfinie, et aussi on lui demande d'intervenir, et je pense que ça c'est important de le rappeler, en tant qu'écrivain, c'est-à-dire en tant qu'écrivain au sens le plus large possible dans les programmes de l'INHA, qui sont des programmes de recherche académique. Et elle organise dès 2006, donc quelques temps après son arrivée, une journée d'études tout à fait passionnante et originale dans le temps de vie de l'INHA, qui n'était que de quelques années, autour de la personnalité d'Édouard Glissant, dans le cadre d'un programme d'ailleurs qui est intitulé, j'en remets ici le programme, dans le cadre d'un programme qui est intitulé Art et sciences humaines, et qu'elle mène de pair avec Patricia Falguière, donc de l'EHESS. Et elles organisent finalement cette journée consacrée à Édouard Glissant, aussi, je pense, en écho à la réédition de la revue Acoma, dont Édouard Glissant était le fondateur, une revue qui avait existé dans les années 1971-1975 en Martinique, et qui était rééditée en 2005, en fin de compte, par les presses, je crois, de l'université de Perpignan, si je ne me trompe pas. Et Glissant participe à cette journée-là, il vient, en tout cas, je me rappelle, il était assis par là. Il a très peu parlé, mais il était quand même, réagissait un petit peu aux interventions des uns et des autres. Et donc, une des tables rondes de l'après-midi est donc consacrée aux revues du Carrefour antillais, et c'est l'occasion de revenir sur Acoma. Donc c'est un premier, je dirais, une première intervention de Zahia Rahmani dans le cadre d'art et mondialisation, qui tourne autour d'une personnalité comme Édouard Glissant, donc particulièrement intéressante, et qui donne une place d'entrée, je dirais, à la question des revues comme lieu, justement, comme le décrivait Tiffaine tout à l'heure, enfin à l'instant, d'assaut intellectuel, artistique, poétique et politique, et au sein de petites revues, qui est une expression un peu consacrée, la notion de petite revue, et qui vaut, enfin, la question de petite vaut pour le caractère modeste, souvent, de la forme et de la diffusion, limitée en quelque sorte, mais non pas du tout pour l'ambition et la qualité, au contraire. Ce sont donc des interventions courtes dans le temps. La question des unicats
comme on l'a vu, est plutôt rare, mais il y a des exemples tout au long du XXe siècle, mais en tout cas qui ont quelques années d'existence et qui, effectivement, cristallisent un renversement ou une intervention dans l'espace public, justement, qu'il est intéressant d'observer. Donc cette table ronde mettait en évidence la nécessité de l'invention d'objets nouveaux pour écrire aussi de nouvelles histoires et la nécessité de disposer d'espaces et de matériaux souples, réactifs, inédits, chroniques, engagés, collectifs pour diffuser, agréger des initiatives politiques et artistiques. Donc cette discussion au sein de l'INHA dans ce même auditorium en 2006 est alors pour moi dans la construction que j'avais de l'histoire de l'art et la réflexion de plus en plus critique que j'avais vis-à-vis de ces disciplines, une réponse qui est une réponse involontaire en quelque sorte aux questions que mettait de l'avant à la même époque Éric Michaud dans le cadre de ses séminaires et de ses travaux, séminaires à l'EHESS qui portaient sur les questions de racisme et de nationalisme en histoire de l'art, et en même temps la publication en 2004, donc vous voyez on est dans une section dans le temps, 2004 la publication du livre d'Éric Michaud, 2005 la réédition d'Acoma et 2006 l'organisation de la journée d'études de Zahia Rahmani. En quelques temps, se télescoper et involontairement, je veux dire c'était une réponse que je me trouvais chemin faisant à la lecture et en étant auditrice donc des événements de l'histoire de l'art, alors qu'il s'inquiétait justement de cette généalogie qu'il avait faite dans ce premier ouvrage autour des questions de nationalisme, de racisme en histoire de l'art. Finalement, la petite proposition de revue culturelle telle qu'elle avait émergé dans le cadre des Antilles au début des années 70 me paraissait être à la fois une réponse à ce que disait Éric Michaud, malgré lui, et aussi une alternative qui était productive. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement entériner une fatalité de l'écriture de l'histoire de l'art qui serait ancrée et vouée fatalement à être nationaliste et raciste, mais bien qu'il y avait des initiatives collectives plus soudaines et peut-être plus limitées dans le temps, mais qui étaient ces contre-discours que n'avait pas finalement pointé, me semblait-il, à ce moment-là, Éric Michaud. Donc à ce moment-là, il y a une articulation possible de repenser le chantier de l'histoire de l'art à partir des petites revues, encore une fois. Donc lorsque le poste d'histoire de l'histoire de l'art s'ouvre un an plus tard, en 2007, je pose ma candidature à partir d'un projet complètement tiré, je dirais, de cette double expérience. Je me propose de présenter un projet où travailler à la construction de la discipline dans ses discours et dans ses pratiques, tout de suite en faisant à la fois une histoire sociale de l'art, mais aussi une histoire des idées, c'est-à-dire celles qui sont véhiculées. Je me propose de non seulement travailler aux questions de nation dans le discours sur l'art, donc d'avoir un grand projet là-dessus, mais de l'aborder non pas par le récit ou par la monographie artistique traditionnelle, mais bien de travailler à partir des discours collectifs et plutôt éphémères. Donc à la fois les revues et les expositions qui sont dans la première partie du XXe siècle, justement des lieux aussi où s'élabore encore autre chose, qui est plutôt d'ailleurs un discours assez régionaliste, assez nationaliste, mais qui est intéressant de voir mis en œuvre, je dirais, dans le cadre des expositions. Donc ce sont les deux propositions que je fais et sur lesquelles je suis recrutée, et à partir de ce moment-là s'agrège un groupe de travail sur les questions donc des revues et des catalogues d'exposition dans l'entre-deux-guerres d'abord. Ensuite on pense à quelque chose qui ne doit pas se borner à, je dirais, à une évidence de l'histoire politique. Pourquoi l'entre-deux-guerres? Puisque les idéologies, les manières de faire dépassent finalement ce bornage-là, et on décide de prendre la première partie du XXe siècle. Alors, j'ajoute juste peut-être une petite chose à cette première présentation. Il y avait un intérêt tout à fait particulier aussi à travailler la question des revues, parce que j'avais entamé justement à la suite de la lecture de Éric Michaud notamment, tout un travail sur les petites revues d'histoire de l'art qui émergent aussi dans les années 70, c'est-à-dire qui voient le jour dans un espace post-68 art, en fin de compte, et qui sont, il y a deux
trois propositions marquantes autour de petites revues qui ont lieu, qui durent seulement 3-4 ans. Macula, qui donnera lieu d'ailleurs, qui se transformera en maison d'édition qui existe toujours aujourd'hui, mais qui est plutôt autour d'une position formaliste, qui restera d'ailleurs dans cet ancrage-là. La deuxième proposition, c'est Le Truchement, qui est une revue fondée par Jean Laude, qui est un spécialiste des arts africains, qui est aussi enseignant à l'EHESS et qui essaye de penser une circulation des idées et une possibilité d'une histoire de l'art qui ne se replie pas seulement sur l'art occidental, mais qui puisse intégrer à ces discours justement des contextes géopolitiques différents. Et la troisième, c'est Histoire et critique des arts, qui est une revue marxiste fondée par Nikos Hadjinicolaou et par plusieurs autres historiens de l'art, on peut dire, ou critiques d'art actifs dans les années 70, qui aura une durée de vie de quelques années, qui s'agrège aussi la collaboration d'Allemands et d'Anglais, et qui est dans une correspondance avec un certain nombre de revues, qui, comme Kritische Berichte, pour ceux qui connaissent un peu l'allemand, qui est une revue qui existe encore aujourd'hui, qui était la revue de gauche allemande, justement, des années 70. Et autour de Nikos Hadjinicolaou, d'ailleurs on a fait une séance à l'INHA autour de ces travaux qui a agrégé beaucoup de monde, il y avait la volonté d'une part de repartir de son livre Histoire de l'art et de lutte des classes, qu'il avait publié chez Maspero donc en 1973 si je me rappelle bien, et qui avait eu un tel effet qu'il avait reçu beaucoup de lettres d'étudiants notamment de Bordeaux. Alors là, il y a peut-être une étude à faire sur les études d'histoire de l'art à Bordeaux dans les années 70, et qui l'ont rejoint à Paris pour fonder cette revue, et qui est une revue qui va durer 4-5 ans. La revue aussi dans laquelle, pour la première fois, Linda Nochlin va publier. Linda Nochlin, comme vous le savez, dont on a beaucoup entendu parler récemment, puisqu'elle est décédée il y a quelques jours, première féministe historienne de l'art américaine, et qui souligne d'ailleurs dans le numéro sur le réalisme, publié par la revue Histoire et critique des arts, l'absence de femmes, à la fois dans la revue et aussi parmi les artistes du réalisme. Donc il y a tout ça pour faire une petite, quand même un lien entre Acoma, qui est publié aussi chez Maspero, les questions donc de cet éditeur qui est à l'origine de la découverte, et comment un réseau d'interventions justement dans les années 70 qui touche aussi l'art. Et d'ailleurs j'ai vu que dans la revue internationale dont parlait Tiphaine, on voit le nom d'Hubert Damisch aussi, qui était aussi à l'EHESS. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut parler de... Est-ce qu'il a écrit vraiment dedans, ou c'était une réédition, ou il a écrit dedans. Donc il y a quand même, depuis, je dirais, justement, un certain nombre d'étudiants, de professeurs, de cercles ou de séminaires de l'EHESS, puisque Hadjinicolaou soutient sa thèse Histoire de l'art et lutte des classes, qui est publiée donc chez Maspero avec Pierre-Franck Castel, donc, qui occupe la chaire de sociologie de l'art à l'EHESS. Il y a une circulation quand même d'idées qui, étrangement, dans le monde de l'histoire de l'art français, ou dans le monde de l'histoire de l'art française, en fait, n'ont pas pris par la suite, en quelque sorte, le pouvoir. Contrairement à l'Allemagne, où justement Kritische Berichte a donné lieu à tous ces chercheurs comme Horst Bredekamp et d'autres, qui sont maintenant les grandes figures de l'histoire de l'art allemande aujourd'hui. Donc il y a un échec, en quelque sorte, on peut dire, de ces groupes de pression, mais qui, à l'époque, ont eu quand même une existence tout à fait remarquable. Donc il y a, juste pour revenir un petit peu à ce concours de circonstances qui fait qu'on entame à l'INHA, donc en 2007, un travail sur les revues. Et bon, étant historienne, je déplace toujours les choses. C'est plus facile pour moi de parler du XVIIIe siècle ou du début du XXe siècle que de parler de la période contemporaine. Je propose quand même qu'on travaille sur une période un peu reculée dans le temps. Et viennent nous rejoindre, donc, à ce moment-là, pour les citer quand même, Éric Michaud, Neil McWilliam, Rossella Froissart, Michela Passini, et pour les chargés d'études et de recherche, Lucia Piccioni, Laura Carplugo, Fabienne Fravalo et Marie Tcherna, qui ont tous travaillé sur les revues et sur les catalogues d'exposition, donc dans la première partie du XXe siècle. Le programme autour du répertoire des 100 revues francophones d'histoire et de critique d'art était aussi articulé, et sous la contrainte, mais toute relative, à la collection de la bibliothèque de l'INHA. Donc il y avait une volonté quand même de travailler à partir d'un corpus qui avait été constitué en gros autour de Doucet, donc qui était aussi contemporain de l'objet qui nous intéressait, et de voir comment, en faisant un échantillonnage, puisque je crois qu'il y avait
avait près de 300 à 400 titres disponibles. Donc nous, on savait qu'on n'arriverait pas dans un délai de 5 ans à traiter le corpus en entier. On choisit donc de faire une liste qui est toujours arbitraire, qui a certainement des défauts. Et je suis repassée à travers hier en préparant cette petite communication et je me disais qu'il manque certainement des choses, mais qui a le mérite quand même déjà de faire émerger un certain nombre de choses. Et d'entrée, ou chemin faisant, je ne me rappelle plus exactement, il nous semble évident qu'il faut ne pas, rabattre en quelque sorte la question des revues au territoire national, qu'il faut le plus possible, et malgré le fait que la constitution des collections de la bibliothèque de l'INHA tourne quand même, surtout à cette époque-là, autour de la question de l'art français, qu'on puisse le plus possible faire émerger aussi dans ce corpus de 100 revues, des revues qui ne sont pas forcément, ou qui ne peuvent pas être abattues à la question nationale. Alors ça, pourquoi j'avais mis ça? Ouais, bon, je vais passer, je vais pas... Oui, bon, j'en parlerai une autre fois, c'est pas forcément ultra pertinent. Donc, dans ces 100 revues, on travaille aussi, peut-être ça c'est la deuxième chose à dire, qui est assez spécifique, je crois, de la question des revues. On s'inspire d'initiatives qui existent et d'ailleurs qui durent toujours. Une à l'École normale supérieure par le groupe Tigre, Texte et Images, groupe de recherche de l'école, qui est animé par Evangelia Stead, qui travaille sur les revues maintenant depuis, je pense, une dizaine d'années, et qui a donc élaborer une fiche, mais du point de vue des littéraires, qui, de notre point de vue, ne prend pas suffisamment en compte la question, justement, matérielle de la revue, et aussi d'une autre initiative, qui est celle de Yves Chèvrefil-Desbioles, qui, dans le cadre des revues de l'IMEC, justement, fait aussi un répertoire avec une fiche un peu plus élaborée et qui est davantage sensible, justement, aux questions matérielles. Mais pour nous, l'élaboration de la fiche, à partir de laquelle on va pouvoir répertorier, justement, les revues et les identifier et travailler avec est très importante et prend un laps de temps assez important. Mais c'est la jauge à partir de laquelle on peut fabriquer de la série et commencer à penser un petit peu en historien en ayant une masse critique qui nous permette de tirer des conclusions non pas d'un cas exceptionnel, mais d'un ensemble comme ça au sein duquel on peut faire des comparaisons, remarquer des spécificités ou alors des tendances majeures. Et effectivement, comme le disait Zaya tout à l'heure, cette fiche et sa mise en œuvre, en quelque sorte, pour les 100 revues en question, est disponible donc, sur Agora, donc sur le site de l'INHA. Alors, parmi celles, j'en ai choisi quelques-unes pour aujourd'hui, parmi celles que nous avons inventoriées, il y a la revue France-Maroc, puisque dans cette extension du territoire, il n'y a pas nécessairement à l'époque, dans les revues que nous avons répertoriées, une dimension subversive. Et c'est le cas de la revue France-Maroc d'ailleurs, qui est un organe de diffusion de l'idéologie coloniale, qui est plutôt un lieu depuis lequel on essaye de vendre en quelque sorte la colonie, et qui est présente des articles essentiellement sur le protectorat français au Maroc durant le régime du maréchal Lyautey. Donc c'est pour montrer l'effort français dans l'investissement à la modernisation du pays. On voit des articles sur le patrimoine et l'histoire du Maroc, et une seconde partie, davantage d'actualité, donc sur la vie au Maroc, donc qui est davantage ancrée sur l'actualité des événements. Et à partir de 1922, c'est une revue qui existe à partir de 1916 et jusqu'en 1925, mais à partir de 1922, c'est même l'organe de l'Afrique occidentale française, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'articles qui paraissent aussi sur le Sénégal et sur d'autres régions comme ça de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des revues aussi plus indépendantes dans notre répertoire, et là on a une revue québécoise, enfin montréalaise plus exactement, de 1918, qui a seulement 12 numéros, donc un par mois pendant une année, qui n'est pas du tout là proprement inscrite dans l'idéologie coloniale, et pour cause, on est plutôt dans un territoire postcolonial, mais qui est quand même dans une... Et c'est là où on pourrait rediscuter la question
de l'occidentalisme, en quelque sorte des choses. On est dans une revue qui essaye d'importer à Montréal, par des artistes et des intellectuels qui ont vécu à Paris dans la toute première décennie du XXe siècle à Paris, qui tentent d'importer la notion de revue d'avant-garde à Montréal. Et ils reprennent d'ailleurs pour introduire, je dirais, les questions de dénationalisation, en quelque sorte, de Montréal et du Québec et de la France américaine sur place. Ils introduisent un titre qui est un nom amérindien qui veut dire le harpon. Et depuis cette revue, ils tendent à importer, donc c'est une autre forme aussi de relation, le modèle, le cosmopolite qu'ils pensent avoir éprouvé à Paris. Et d'ailleurs, dès que la guerre est finie en 1918, les 3 fondateurs de cette revue, qui l'ont animée et qui l'ont livré ces 12 numéros avec des amis, repartent à Paris immédiatement, ils ne restent pas à Montréal. Donc il y a aussi là, dans cette, je dirais, une autre forme de relation vraiment entre ce qui était le centre et la périphérie, qui doit être pensée même en contexte postcolonial, qui me paraît aussi tout à fait intéressant. Et puis, un autre exemple, ou 2 autres exemples, donc des revues sur lesquelles nous avons travaillé. La revue des arts asiatiques, qui est tout à fait intéressante aussi, qui est une revue fondée par Koechlin, qui était le grand spécialiste de l'art japonais, et spécialiste français de l'art japonais, mais qui aussi, dans cette revue, qui a donc une existence 49 numéros de 1924 à 1942, pense d'entrer la nécessité d'avoir des articles traduits du japonais lui-même. Donc si il est évident que c'est avant tout une revue conçue pour conseiller les collectionneurs, parce que c'est l'intention d'origine, conseiller les collectionneurs qui en plus, revue fondée par un conservateur du musée du Louvre, donc il y a une dimension aussi, créer un lien, un organe qui crée du lien pour avoir éventuellement des collectionneurs qui deviendront des donateurs des musées nationaux, je veux dire, et qui se rapprochent de plus en plus du musée Guimet, qui devient presque l'organe officiel du musée Guimet, mais néanmoins, dans cette dynamique intéressée en quelque sorte, il y a la volonté de traduire des études japonaises en français pour avoir accès quand même à une ressource savante qui ne soit pas exclusivement celle imposée par Paris, la France ou le chercheur occidental sur des objets qu'il considère bons à capter, à collectionner et à avoir dans les musées. Donc la revue tient sur cette tension à ce moment-là. Et America, qui est aussi une sorte de bulletin de communication entre la France et l'Amérique latine, qui existe seulement pendant 2 ans, de 1945 à 1947, qui aborde des thèmes très divers, qui fait beaucoup de traductions de textes littéraires latino-américains et qui propose également toujours de les avoir à la fois en langue espagnole. Enfin, c'est une revue bilingue, donc c'est parmi les premiers prototypes de revue bilingue. Donc voilà quelques exemples de la manière dont on a conçu ce répertoire des 100 revues francophones d'histoire de l'art et de critique d'art aussi dans la première partie du XXe siècle. Et puis pour revenir à cette question de la transversalité à l'INHA, je me permets juste d'énumérer un certain nombre d'activités qui sont propres aussi à l'INHA et qui se nourrissent et qui dialoguent en quelque sorte avec à la fois le programme de Zaya, mais aussi avec ce répertoire et ce projet qu'on avait eu. Bien sûr, la revue Perspective, bon, peut-être à titre personnel, mais je veux dire, c'est aussi toutes les questions qu'on se pose par rapport au multilinguisme, par rapport à la question d'un discours en français, d'un discours qui soit quand même aussi depuis la France, mais porté ailleurs dans le monde. Enfin, toutes ces questions qui animent la nécessité d'une revue et le sens qu'elle prend et dans son rapport à l'actualité, qui est un des premiers objectifs de Perspective, doivent être articulées en quelque sorte à la connaissance qu'on en a dans le temps et devraient pouvoir être récupérées au bénéfice donc, de cette revue d'institution. Là, on est typiquement en plus dans la revue institutionnelle. Donc, comment cette prise dont parlait Tiffaine tout à l'heure peut aussi venir d'une institution. Bon, ça dépend un peu des gens qui la portent, mais je pense qu'il y a une possibilité de s'en saisir, et je parle là collectivement,
pour ne pas en faire seulement un bulletin officiel d'une institution nationale, mais bien le reflet d'intérêts qui bougent tout simplement au sein d'une communauté. Donc ça peut, c'est à la rigueur, on est responsable en quelque sorte de ce qu'il y a dans cette revue-là. Puis un autre projet qui a vu le jour au sein de l'INHA, qui a été accompli, d'ailleurs dont je crois la restitution au public n'a pas eu lieu encore, c'est une grande enquête qui a été menée par Sophie Kra et Constance Moretto, qui sont des jeunes chercheuses, qui ont fait une grande enquête et un rapport de 60 pages, disponible, enfin moi je l'ai reçu dans ma boîte, mais je crois qu'il n'a pas été publié, qui s'intitule « Des revues pour l'histoire de l'art, pratiques éditoriales et diffusion numérique », et qui pose toutes sortes de questions sur ce que c'est une revue, justement sur le rapport entre la question de la revue en ligne, de la revue papier, comment les deux doivent être articulés, comment il y a une émulation qui se crée de l'un à l'autre, et quels doivent être les enjeux justement de la langue de parution de la revue dans un contexte plus global. C'est un rapport tout à fait intéressant qui a donné lieu à une enquête pendant 1 an et qui réunissait des ateliers de travail aussi au sein de l'INHA. C'est pareil, ça pourrait être mis au profit de la réflexion collective. Et en tout cas, ça montre là aussi comment cette question finalement de la revue a pu émerger au sein de l'INHA. Donc je disais transversalité, manifestement dans le cadre de l'institution, et aussi réponse, si on cherche le sens des choses et le sens des institutions, parce qu'il faut aussi se poser ces questions-là, c'est une réponse, je pense, à la mission de subsidiarité de l'INHA. C'est-à-dire que la nécessité qu'a trouvée l'INHA à sa naissance de travailler des objets qui n'étaient pas pris en charge à l'époque, à la fois par les universités, par les musées ou par le CNRS, a laissé la place en quelque sorte à la question de revue d'émerger. Si maintenant c'est plus répandu, c'est des choses qui n'existaient pas beaucoup, et donc on a là vraiment ce type d'objet qui peut naître peut-être à la marge justement des recherches que l'on voyait en tout cas en histoire de l'art ou même en histoire de la discipline au sein des universités. Donc c'est intéressant de voir aussi que la politique scientifique d'une institution peut faire émerger des choses et que là encore, c'est à nous de s'en saisir dans ces interstices finalement, dans ces décisions que l'on peut faire émerger des sujets nouveaux. Et en ce sens, la revue, le fait que l'on retrouve, en tout cas pour ce que j'en sais en France, des projets qui sont assez collectifs à la fois à l'IMEC et à l'École normale supérieure, ça montre à quel point ça a agité d'abord plusieurs institutions, mais aussi qui ne sont pas forcément les plus centrales dans la vie académique. Alors, je voulais dire encore quelques petites choses. Oui, je reviens juste un instant sur le séminaire. Bon, je conclurai. Oui, je conclus. Je conclus. Ouais, voilà, j'ai juste 2 choses à dire peut-être en conclusion. C'est sur la question du fond et de la forme, peut-être. Et encore une fois, pardon d'être un petit peu personnel, mais je pense que c'est assez intéressant. Je reviens sur 10 ans de travail avec Zaya, au-delà du fait que amical, mettons, mais sur le travail au sein de cette institution. Moi, j'arrive. Oui, voilà, le dialogue professionnel, je veux dire, et aussi amical, mais je veux dire aussi professionnel. C'est-à-dire que pour ceux et là je pense que tout le monde la connaît ici dans cette salle, il y a vraiment des interventions politiques, une exigence éthique et politique de Zaya qui est toujours très frontale et qui exige, moi je me rappelle la première fois que j'ai pris la parole dans un séminaire qu'elle organisait, elle m'a dit, mais là Anne, il va falloir que tu conclues. Mais c'était sur mes objets à moi, sur le XVIIIe siècle, etc. Elle trouvait que j'envisageais tout, mais que j'arrivais pas à prendre une position claire, ce qui était assez juste. Et je pense que j'ai progressé. Mais je veux dire, c'était assez juste. Mais ce qui est clair, c'est que Zaya, le fait qu'elle organise justement, par exemple, cette première journée d'études sur Glissant, ça pose les choses de manière très frontale sur la nécessité d'interroger cette discipline qui évacue complètement le politique, qui n'est pas capable d'intégrer les questions postcoloniales au sein de ses discours. Et donc, elle arrive avec les questions auxquelles on ne peut pas échapper.
Et j'ai une autre stratégie, mais je pense qu'on s'est rencontrés, c'est-à-dire que j'ai toujours posé les questions sur la manière, dans leur dimension formelle, qui semblait du coup pouvoir passer, je dirais, dans le projet académique, parce que c'était des questions nobles, la question de la revue, de la forme, des discours, etc., pouvait passer, et en même temps il me semble que ces questions-là revenaient à pouvoir aussi faire pénétrer un certain nombre de questions plus politiques. Et je voudrais dire que l'espace de la revue permet vraiment de comprendre comment se noue dans la forme et dans le fond la question des moyens qu'on se donne pour porter des discours et la question de ce que ces discours font vraiment sur le fond finalement à une pratique disciplinaire telle que celle qu'est l'histoire de l'art. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces deux communications très différentes, mais en même temps très riches l'une et l'autre, reprenant donc, comme j'ai dit, une revue hautement symbolique, la revue internationale, et puis la généalogie de notre projet ici à l'INHA. Je ne vais pas abuser de ma position de modératrice, j'aimerais tout de suite ouvrir aux questions de la salle. Est-ce qu'il y a un micro d'abord ? Tenez, madame. D'accord. Bonjour donc. Moi je suis spécialiste de la Chine, et donc peut-être avec une approche un petit peu différente, mais je me demandais par rapport à la revue internationale, est-ce qu'il a été envisagé de publier les textes dans leur langue d'origine ? Donc de publier des textes conjointement, ce qui aurait du coup permis peut-être d'évacuer le problème de la traduction en anglais, allemand, italien, français, d'autant plus que les intellectuels écrivains de cette époque lisaient à peu près les 4 langues sans trop de problèmes. Oui, ça c'est une chose assez étonnante, c'est pratiquement pas envisagé. En réalité, le projet même appelle la traduction. Ça fait la traduction et l'enjeu intellectuel, en fait, du projet. C'est-à-dire arriver à à produire un collectif transnational. Bizarrement, c'est pas que tout le monde parle toutes les langues, c'est arriver à se traduire. Donc, et en fait, on voit bien la dimension politique du projet, c'est-à-dire arriver à s'entendre et donc trouver une entente, pas en se disant chaque signification reste dans sa langue, mais transporter ces significations dans une autre langue. C'est assez étonnant. Je crois que c'est la chose la plus intéressante de ce projet, qui n'aboutit pas. Mais effectivement, c'est très étonnant parce que là, dans la Rivista Internazionale, c'est traduit, mais tous les Vittorini, etc., il écrit en français à Blanchot. Enfin, ils connaissent le français, tous. Alors, c'est moins le cas des Français qui connaissent moins les autres langues, mais les Italiens, par exemple, ils parlent tous français, mais ils traduisent tout. Ça fait partie du projet. D'accord, merci. Tu veux réagir ? Bonjour, merci à toutes les deux pour ces interventions. J'aurais deux questions, c'est pas vraiment des questions, mais des interrogations. L'une pour Tiffaine Samoyo et l'autre pour Anne Lafont. Ça revient aussi, ça tourne aussi autour de la question de la traduction. Il y a actuellement dans l'océan Indien un projet qui est né d'une rencontre au premier salon littéraire de l'océan Indien qui a lieu à Moroni aux Comores en mars 2017, qui est l'idée d'une revue. D'une revue littéraire, on va dire, avec des intervenants comoriens, mahorais, réunionnais, malgaches, seychellois, mauriciens, et ça s'appelle Lettres de Lémurie, en référence à un mythe de la Lémurie. La question qui se pose, l'idée, c'est les gens écrivent dans les langues qu'ils veulent, en créole, en français, en shimaoré, en swahili, en malgache. Et évidemment, du coup, la question de la traduction se pose. Mais il se trouve que le seul espace commun de traduction, si je puis dire, c'est le français. Ce qui pose un autre problème et qu'on n'arrive pas à résoudre pour l'instant. Et voilà, donc ça aussi, c'est une interrogation que porte ce projet et et je me dis qu'à terme, ce projet
ne sera pas viable à cause de cette question-là, justement, du rapport aux Français. Enfin, bref, on verra bien. Ça, c'est la question pour Tiffaine Sommaillot. Je pose la deuxième question à Anne Lafont. À propos des revues, justement, et en particulier la dimension des revues coloniales, il y a quelque chose qui me fascine, c'est par exemple le rôle important qu'ont joué les Réunionnais, Marius Sarru-Leblond, dans la vie intellectuelle française au début du XXe siècle, en particulier autour de leurs revues. Et c'était à la fois des revues coloniales, très nettement, qui défendaient l'empire colonial français, la mission civilisatrice, mais qui en même temps étaient portées par des Réunionnais qui insistaient en même temps sur la spécificité de chaque espace colonial, la spécificité de chaque culture. Comment ça se gérait, voilà. D'accord. Alors, j'ignore comment ça se gérait dans tous les cas, parce qu'en fait, il y en a plusieurs, donc c'est vrai que ça peut être trouver des modalités, je dirais, de réponses différentes. Mais enfin, ce que je remarque en général dans les revues, mais je dirais aussi dans tout objet symbolique et notamment aussi dans la peinture, peut-être que je connais encore plus, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans ces espaces qui sont très structurés et construits d'une manière qui va directement du centre vers la périphérie, justement, des aspérités qui sont occupées par les gens qui tiennent les manettes de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a toujours un espace, on ne réussit jamais complètement, finalement, à verrouiller les discours qui émergent dans les revues, et d'autant plus quand on est, et c'était le cas par exemple de la Revue des Arts Asiatiques, où on intègre la nécessité quand même d'avoir une voix qui vient du lieu sur lequel on a dévolu son intérêt. Donc toutes ces revues-là ne sont jamais exclusivement porteuses de l'idéologie coloniale. Je le disais juste en entrée pour faire la distinction avec ce qui a été privilégié dans le cadre de ce programme ici, c'est-à-dire de mettre de l'avant la subversion, l'émancipation, etc. C'est-à-dire qu'il y a aussi des revues plus, je dirais, plus institutionnelles ou dont le projet politique est plus colonial, mais néanmoins à l'intérieur de ça s'exercent toujours des contre-discours qui sont peut-être plus difficiles à aller chercher, mais qui existent toujours. Et là, pour le coup, la traduction, que ce soit dans la revue America ou dans la revue des Arts Asiatiques, la traduction est le lieu depuis lequel, quand même, on sent une manière d'exprimer un rapport au patrimoine qui n'est pas exclusivement celui du prédateur colonial, en quelque sorte, quoi. Et peut-être vous en savez plus vous-même sur cette revue-là réunionnaise, mais c'est jamais... elle est parisienne. Mais oui, mais est-ce qu'il y a des traductions? Est-ce qu'il y a des auteurs? Ah ben alors là, c'est peut-être plus compliqué. Effectivement, s'il n'y a pas les voix locales, entre guillemets, c'est plus difficile d'intégrer, je dirais, des discours plus... D'où l'intérêt aussi du projet et qui évolue tranquillement vers la traduction d'autres voix, effectivement. C'est le cas de celle qu'on avait retenue. Moi, je voudrais dire un mot sur cette question de la traduction, à laquelle, par ailleurs, j'ai pas mal réfléchi. Effectivement, c'est embêtant, hein, c'est toujours ennuyeux que la langue commune, ça soit une langue qui a été une langue de domination, etc. Mais la traduction, c'est justement... Enfin, on ne fait pas forcément de la traduction appropriative et hégémonique. C'est un lieu de réflexion. La traduction est toujours en réflexion sur elle-même. Et à condition d'accompagner la traduction d'une réflexion sur la traduction, je pense que le problème est en grande partie résolu. C'est ce que dit Ingeborg Bachmann quand elle dit c'est dans cette différence, dans ce contact avec l'obligation de traduire d'autres langues que je réfléchis aux propres différences de ma langue. Et par exemple, dans la revue Poésie, c'est un principe... donc moi, je fais partie depuis assez longtemps du comité de rédaction de la revue Poésie. C'est un principe de Guy de jamais mettre les traductions de poésie et de mettre le texte original à côté. C'est pas parce qu'il veut rendre hégémonique le français, c'est parce que il veut montrer comment le français se transforme. La langue, comme la poésie, comme la poétique, etc., se transforme en traduisant, en transportant avec soi l'autre langue. Et donc pour lui, il y a une aberration, et c'est vrai que je suis assez frappée par ça, et par le fait que la réflexion de la revue internationale est la même. C'est-à-dire qu'il y a une aberration à juxtaposer une version originale et une traduction. La traduction est censée porter avec elle l'étrange et l'étranger. Donc, sans forcément avoir ce parti pris, parce qu'il y a aussi quelque chose de fascinant à avoir des revues multilingues.
Je pense qu'accompagner la traduction d'une réflexion aussi sur une forme de déplacement du français à l'intérieur de cet espace multilingue, moi, me paraîtrait une solution. C'est moi qui sonne. Je suis désolée, mais comme il est loin... Moi, je trouve que par contre, pour la question de la traduction, je pense que tu as tout à fait raison, probablement quand c'est des œuvres de création. En revanche, je trouve que le plurilinguisme, quand même, quand c'est des projets de revue, d'histoire ou autre, c'est très intéressant quand même. Et aussi dans la manière dont on peut rejoindre aussi d'autres lecteurs. Moi, je pense par exemple, Perspective fait toujours des numéros thématiques liés à des pays. Pour le Brésil, on avait tout traduit en français, mais il y avait une coupure complète avec peut-être tout un lectorat lusophone éventuel, ce qui paraissait aberrant. Donc là aussi, la réflexion sur le numérique, c'est là où on a restitué les versions originales en langue portugaise quand même. Parce que fait la poésie aussi. Ouais. Non, mais je pense qu'il y a de plus en plus, parce qu'en plus là, c'était pas un projet de traduction, c'est-à-dire que la langue commune est le français, c'est encore plus compliqué. Et moi, je pense que souvent la réponse, c'est quand même le plurilinguisme. On peut pas échapper finalement, peut-être que c'est différent dans la création ou dans le projet de la revue, mais finalement, de la revue de création, je veux dire, mais sinon, échapper quand même à une langue hégémonique, que ce soit le français ou que ce soit l'anglais dans d'autres cas, c'est quand même d'avoir au moins 2 ou 3 langues. Oui, c'est deux choses différentes. Je pense que bien sûr, je suis évidemment pour. Moi, je suis dans la littérature comparée. Je peux défendre ça aussi. Mais je maintiens que réfléchir à la traduction et de savoir comment on se traduit, c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que c'est très beau évidemment de faire exister le plurilinguisme et de le défendre, bien entendu. Mais si on juxtapose comme ça les langues les unes à côté des autres et qu'on réfléchit plus à la transformation qu'elles se font subir les unes aux autres, c'est dommage. Quoi. Je pense qu'il faut que ça aille ensemble. Mais le plurilinguisme, il y a traduction. Pour rebondir sur cette difficulté de la publication en 3 langues, 3 lieux, vous me disiez 3 lieux d'impression. Hier, vous me disiez que pour vous, une revue était forcément ancrée dans le local. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous voudriez revenir ? Oui, il me semble que beaucoup, si on regarde des situations réelles de revue, on va en avoir plein d'exemples au cours de ces journées, ça naît dans un lieu et à un moment, avec un groupe soudé, etc. Il y a quelque chose, ce collectif, il est, voilà, si on veut généraliser, il est d'abord local. Et il faut pouvoir se réunir. Voilà. Bon, j'imagine qu'il y a des gens qui arrivent à faire des revues en étant très très éloignés les uns des autres, mais enfin, en réalité, la plupart du temps, on a besoin de cette localisation. Donc il y avait quelque chose d'un peu paradoxal à la revue internationale, parce que, mais enfin, ils arrivent quand même à se retrouver. Ils se retrouvent à Zurich, ils se retrouvent à Milan, ils se retrouvent à Paris. Ils arrivent quand même à se retrouver, mais ça demande une pratique qui est extrêmement lourde et qui donc démultiplie les difficultés matérielles qui sont celles de la revue. Mais moi, je pense que c'est important de montrer que même si les enjeux d'une revue, que ce soit des enjeux artistiques, créatifs, réflexifs, rayonnent ou résonnent de manière très très vaste et pour autant, ça part d'un lieu. Et je pense que c'est ça qui nous fascine dans l'objet. Peut-être je voulais dire 2 mots, puisque dans mon introduction, j'ai un peu sauté 2-3 petites choses, mais ça rejoint Anne et ce que tu viens de dire. Avant la journée Glissant qui a eu lieu à l'INHA, où Édouard Glissant a participé toute la journée à cette journée, et d'ailleurs j'ai le souvenir très puissant de s'être entendu dans un petit film en langue anglaise, et il a hurlé « Je ne parlerai plus jamais ce pidgin ». Il s'était entendu dans une salle et c'était un très beau moment. Mais je voulais juste rappeler que ce qui a aussi d'une certaine manière contribué à cette journée, c'est parce que, en fait, dans le monde de l'art contemporain, est arrivée une revue qui a été une sorte de météorite, c'est la revue Third Text. Et donc, en 2006, on avait fait une journée avec Rachid Aran ici à l'INHA. Et je voulais juste dire cela, c'est-à-dire que c'était la première fois qu'on voyait une revue justement qui semblait être sortie déterritorialisé. Ça se voulait être déterritorialisé, voulu par un artiste conceptuel pakistanais d'origine, et il est vrai, fabriqué à Londres. Et donc, dans cette revue, qu'est-ce qu'on trouvait finalement?
un grand nombre des auteurs ont participé plus ou moins de ce qu'on pourrait appeler l'aventure du Commonwealth. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a eu au pire 2 auteurs français qui ont participé à cette revue. Du coup, l'empreinte Carrefour Antillais était un peu le sous-texte de cette revue. Donc on est passé de ce texte à cette journée glissante. Je voulais juste rappeler ça. Mais c'est vrai que quand tu dis, et d'ailleurs nous-mêmes, le bornage qu'on a donné, qui est 89 dans le recensement que nous avons effectué, il nous semblait, il est un peu factice mais réel. C'est-à-dire que ce que tu dis est tout à fait juste sur, et alors Aline Piguin pourrait répondre aussi de cela, Racha Salti, qui parlera vendredi, montrera que la revue Iwar, sur laquelle elle travaille, était une revue qui traduisait des textes de la revue Transition, donc de l'anglais à la langue arabe, sur des sujets qui semblaient être un peu éloignés, qui sont communs à certains endroits. Mais je voulais juste te dire que le bornage, il dit aussi quelque chose d'un peu spécifique de ce que nous, on a quand même, tant pis, on l'assume, moi je l'assume pleinement de ce point de vue-là, le modèle de revue sur lequel on a travaillé, en fait, ont toutes partie liée avec la question coloniale. Nous ne l'avons pas voulu, mais quelque part, constamment, l'Empire est interrogé dans ces revues. Voilà. Et il y a quelque chose qui prend fin avec ce modèle, au profit de quelque chose qui advient. Mais fondamentalement, si on dit Haïti et l'abeille haïtienne, c'est pas rien que ça démarre à cet endroit-là et que ça pose la question exactement de ce qu'a énoncé Tiphaine sur ce que c'est qu'un objet émancipateur, critique, et qu'elle distinguait, et c'est pour ça que tu disais d'ailleurs, j'ai apprécié quand tu as dit, ce n'est pas le numérique qui fait la scission, mais les 2 modèles. Le modèle en quête de vérité, ce que tu as nommé l'objet en quête de vérité, et puis celui qui fait illusion et qui est du côté de quelque chose qui illustre. Voilà, je voulais juste dire cela et confirmer aussi qu'un certain nombre d'implications dans les recensements, il y a eu des revues, un peu comme tu les as nommées, c'est-à-dire des implications de l'autorité coloniale. Alors ça se voit par exemple avec les revues aborigènes ou maoris ou autres, qui en fait ont donné lieu d'abord à des il y en a d'autres, mais Haïti aussi, l'État français ou même on va dire le gouvernement de telle ou telle entité s'est impliqué pour faire, mais ça s'est passé aussi dans la culture amérindienne, s'est impliqué pour faire émerger une voix tue, étouffée, et parfois ces revues ont gagné en émancipation. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors je propose qu'on se retrouve dans la salle après la pause à 11h45, ce qui nous permet de rester parfaitement dans les temps. Merci beaucoup et merci encore à Tiphaine Samoyau et à Anne Lafont.